Alors, toujours dans le débunkage des mythes souverainistes, nous allons étudier la question de l'immigration extra-européenne en France et de l'impact, réel ou pas, de l'Union européenne dans cette situation. Premier constat, l'immigration en France est quand même essentiellement, principalement, issue de l'ancien empire colonial. Concrètement, l'Algérie et les pays du Maghreb et l'Afrique noire francophone. Ça, c'est une donnée fondamentale. Parce que si l'immigration était due, comme le prétendent les souverainistes, à l'Union européenne, elle viendrait du monde entier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Chinois, des Afghans, ou des Sud-Américains ou d'autres qui viennent s'installer en France, et parfois certains Syriens, Afghans et autres, grâce aux fameux quotas organisés sous l'égide de l'Union européenne, mais par la volonté de l'État français et de l'État allemand, à répartir des migrants. Donc il est vrai qu'il y a des migrants qu'on doit répartir. Ceux qui arrivent du Soudan, d'Éthiopie et partout par les bateaux sont à répartir. Il n'est pas sûr qu'ils soient particulièrement en France. Beaucoup, alors à Calais, c'est clairement le cas. Mais Calais, c'est comme attaquer le sujet, la marche pour prendre au lieu d'attaquer la norme. En termes clairs, Calais, ce sont des migrants clandestins qui veulent aller en Angleterre. Bon, c'est un cas problématique. Là, c'est lié à la problématique de Schengen. Le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen d'ailleurs. C'est lié à la problématique des frontières de l'Union européenne ouvertes. Bon, mais ça, Calais, ça pourrit la vie des Calaisiens, clairement, mais ça ne pourrit pas la vie de tous les Français. Or, depuis 1946, l'immigration extra-européenne en France a été ouverte. Elle a été ouverte d'abord par le gouvernement provisoire, malgré De Gaulle. De Gaulle voulait privilégier en 1946 une immigration exclusivement européenne et même nordique. Et au final, ce sont des travailleurs d'Afrique du Nord qui sont venus installés dans des camps de fortune et on a constaté que le taux d'insécurité autour de ces zones avait étrangement, considérablement augmenté, et ce des années 46-50. Un des motifs du rapprochement familial d'ailleurs de certains avait été cela, pour diminuer le taux de viol. Et Charles de Gaulle, on ne le dit pas. Donc mon père, quand il est né en 40, se souvient très bien quand il avait 7-8 ans qu'il y avait déjà des travailleurs maghrébins en France. Bon, c'est pas une nouveauté si récente que ça. Mais évidemment, c'était pas 1% de la population. Et donc, la France avait déjà, de manière naturelle, une propension à faire n'importe quoi sur ces questions. Prenons l'exemple de 1848. La France abolit l'esclavage, ce qui est une mesure de morale nécessaire, mais on profite pour donner la société française aux Antillais. Est-ce que c'était nécessaire ? La France avait également accueilli par exemple des couples mixtes américains qui donc, dans la loi américaine interdisait d'exister et qui venaient se faire réfugier en France dans les années 20 ou 30. Joséphine Baker est venue en France aussi, il y en a un certain nombre d'autres. Donc la France déjà de manière générale avait tendance quand même, avec son tropisme colonial, à affaiblir sa dimension identitaire européenne. Bon. La France avec le général Charles Mangin, s'était pas gêné pour en 14-18 et en 39-40 et en 45 aussi utiliser les troupes issues de l'empire colonial. Les femmes italiennes en Italie en 43-45 s'en souviennent. Et en conséquence de quoi, la France, depuis donc longtemps, jouait un jeu malsain sur les questions sur cela, ce qui avait d'ailleurs énervé les Allemands. Un des premiers succès des nazis en Allemagne en 1923, c'est l'occupation de la Ruhr par des soldats camerounais et sénégalais, ce qui avait beaucoup choqué l'opinion allemande, et on ne voit pas pourquoi, à part pour dans un esprit de nationalisme méprisant, on ne voit pas trop pourquoi ils avaient fait ça. Donc c'est pas nouveau. Et donc évidemment, sur un plan économique, la France fait appel à l'immigration extra-européenne, comme elle a fait appel à des soldats nord-africains et africains tout court pendant la guerre. C'est la même chose, c'est une forme de mercenariat économique. Alors, De Gaulle n'ayant pas été écouté, bon, l'immigration continue, mais le flux est dans les années 50-60 relativement modéré, il augmente malgré tout. La guerre d'Algérie va toucher en partie le territoire français. La gauche parle beaucoup notamment de la mort de militants indépendantistes algériens à Paris, au bord de la Seine. Donc on pourrait se demander dans une France européenne en quoi il était normal qu'ils soient en France pour militer pour l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est une réalité historique. C'est bien la preuve que le problème n'était pas récent. Jusque dans les années 60, vous êtes bien d'accord avec moi que la CE était balbutiante, que l'Union européenne n'existait pas, qu'on ne voit pas en quoi l'Union européenne, ou même ses ancêtres idéologiques, seraient responsables de cette situation. Bon. Dans les années 70, début des années 70, il y a la fameuse crise pétrolière. Et effectivement, le coût du pétrole augmentant, mécaniquement, le chômage commence à augmenter dans les pays d'Europe occidentale. C'est le cas en France.
C'est là que Valéry Giscard d'Estaing se pose la question de renvoyer les travailleurs maghrébins de leur pays. Pourquoi? Parce qu'il y a du chômage, donc cette immigration de travail n'est plus justifiée. Il y a des Français qui sont au chômage, il faut leur donner de l'emploi. Et donc Giscard envisage de renvoyer de leur pays 500 000 travailleurs. Alors, c'est le paradoxe Giscard, c'est que Giscard, pour l'extrême-notamment, c'est l'homme du rapprochement familial, du regroupement familial. Il l'a fait en pensant aux Européens, et quand il a vu que c'était pas quand il a vu que que les non-européens en bénéficiaient, c'est là qu'il a voulu faire repartir les travailleurs. C'est-à-dire que tant que il pouvait penser, avant le regroupement familial, que ces gens allaient partir d'eux-mêmes au bout d'un certain temps, il n'avait rien fait. À partir du moment où il constate, à cause de Chirac, des églises, de tous les lobbies, qu'il ne peut pas empêcher le regroupement familial, alors il faut empêcher de toute manière, faire repartir les gens. Il sait que si les gens ramènent leur famille, ils vont s'implanter durablement. Donc, il faut qu'ils partent. Et donc, il va en faire partir en 5 ans 500 000. Une remigration incitative et négociée avec les pays émetteurs de 500 000 travailleurs maghrébins de la France vers le Maroc, et surtout l'Algérie et Tunisie. Bon. Les pays du Maghreb lui réunis. Et les églises, Simone Veil, Chirac, le patronat, Bouygues, etc., tous se mettent contre ça. Bouygues, il trouve très bien l'immigration musulmane parce que ça lui permet de les faire travailler dans ses usines, dans ses entreprises, etc. Et les autres, pareil. Moralité des courses, l'Union européenne n'est en rien responsable de l'immigration de peuplement en France, que ce soit dans les années 50, 70, 60 ou 70. Bon. L'Union européenne n'est pour rien dans l'élection de François Mitterrand. L'Union européenne n'est pour rien dans le slogan de François Mitterrand qui dit « Vous êtes ici, chez vous, chez nous ». Ce n'est pas l'Union européenne qui en est responsable. L'Union européenne n'est pas responsable de la France-Afrique. L'Union européenne n'est pas responsable du fait qu'on fait venir des travailleurs sénégalais, ivoiriens et d'autres parce qu'on veut que nos grands patrons puissent monter des boîtes à Abidjan, à Yamoussoukro, à Dakar, etc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des Français dits de souche qui vivent aujourd'hui à Dakar ou à Abidjan et qui sont comme à l'époque de la coloniale, qui sont dans des quartiers protégés, etc. Est-ce que c'est normal ça? Eh bien, pour que ces Européens, ces Français puissent aller à Dakar, il faut qu'il y ait des Sénégalais qui soient à Paris. C'est ça la règle du jeu. Ça s'appelle la France-Afrique. Et ça s'appelle une décolonisation non aboutie, voire même du néocolonialisme. Comme il y a des gens qui, en France, veulent faire de l'argent avec les Africains, il faut que les Africains soient acceptés en France. Voilà. Sauf que les gens qui vivent avec les Africains en France ne sont pas les gens qui font du pognon avec les Africains en Afrique. Ce ne sont pas les mêmes. C'est pas pollueur-payeur, c'est pas celui qui a besoin qui vit avec. Non. Voilà, donc il ne faut pas être dupe là-dessus. L'immigration est par le grand patronat pour faire du pognon en Afrique, pour continuer l'empire colonial sous une autre forme, tout simplement. Pour qu'on puisse acheter de l'uranium au Niger moins cher, il faut qu'il y ait la porte de la chapelle avec des clandestins. C'est tout. C'est ça le lien. Le lien, c'est le grand capital qui est responsable derrière de cette immigration, et que ce soit les loges maçonniques, les églises et tout ça qui soutiennent ça, et l'extrême gauche. Cette extrême gauche qui se dit anticapitaliste, en soutenant l'immigration et les immigrés, fait bien entendu le jeu du grand patronat, et c'est bien connu. Donc l'Union européenne, là encore, n'est pour rien dans cette affaire. L'Union européenne nous fait rentrer 5% d'immigrés en France par le biais des répartitions de migrants. Voilà. Il y a 95% des entrées qui viennent comment? Qui viennent par les aéroports, que ce soit Orly, Roissy et compagnie, avec des titres de séjour provisoires, pour des gens qui viennent donc légalement sur notre territoire, et qui ensuite ne repartent pas. Et qu'on n'a pas le courage politique de les faire repartir, et qu'on a créé des règles à la con, style le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et compagnie, pour que le migrant trouve tous les moyens possibles de ne pas partir. Soit parce qu'il vient avec sa femme enceinte et que la femme... Soit parce que même hétérosexuel, il va se faire passer pour homosexuel pour dire qu'il est victime de ça dans son pays, soit parce qu'il a une maladie qu'on ne peut pas soigner dans son pays, soit, c'est-à-dire qu'il a toutes les maladies, soit parce qu'il a un handicap, etc. Il y a 36 000 raisons, parce qu'il va faire un mariage blanc avec une Française de souche, ou avec une personne naturalisée française de même ethnie que lui, etc., etc., etc. Tout est bon pour rester. Et si le tribunal administratif vous dit dehors, on fait appel à la cour administrative d'appel, et si la cour administrative d'appel vous dit dehors, de toute façon, on trouve encore un moyen de ne pas être expulsé. Donc l'Union européenne n'est pas responsable de ces questions migratoires. Et on le voit dans toutes les actualités. Les titres de séjour, voilà, les titres de séjour, problème. Les recours administratifs contre les décisions d'expulsion, problème. Les règles à la con qu'on a créées pour complexifier à mort l'expulsion, problème. Tout ça n'est pas dû à l'Union européenne. Et même s'il y a des dirigeants de l'Union européenne par le passé qui ont ramené leurs fraises. Vous avez une commissaire européenne, je crois, de Pays-Bas ou de Belgique, qui avait commencé à être agressive vis-à-vis de la politique française de Sarkozy. Mais ces gens n'ont aucun pouvoir. Ils parlent et ça n'a aucune importance.
La réalité aujourd'hui, c'est que l'immigration en France est essentiellement voulue par le gouvernement. Il ne s'y oppose pas, il aurait les moyens de s'y opposer. Il la souhaite. Il la souhaite. Pourquoi? À cause de ce que je disais tout à l'heure, la France-Afrique. Et alors, c'est extraordinaire. Vous avez M. Gérard Larcher, des Républicains, qui explique à quel point il faut que la France ait un avenir en Afrique. Vous avez le Front National, le Rassemblement National de Marine Le Pen, qui ne peut pas s'empêcher de parler de l'Afrique, Dupont-Aignan et tous les souverainistes, Asselineau, la francophonie. Et vous avez Macron qui rend hommage à l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir de la France. Eh bien oui, donc français, l'avenir de la France, c'est l'Afrique. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous avez compris. Et donc l'Union Européenne n'y est pour rien. L'Union Européenne ne le défend pas, oui, elle ne le défend pas, elle n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que l'Union Européenne de Mme Merkel, qui ouvre les portes aux migrants, et de M. Macron, ne défendra pas. À qui la faute? Si vous aviez un dirigeant allemand autre et un dirigeant français autre, peut-être que la politique serait autre aussi. Alors il y a une solution très simple. Pour conclure, si vous voulez que l'Europe arrête d'ouvrir ses portes au monde entier, sortez les sortants et virez les gouvernements.